écoutez, laissez-moi vous dire ceci. Moi, je défends les frontières face aux marchandises. D'accord? De cela, il n'est jamais question. Les frontières sont sans papieristes pour les marchandises. Tout le monde rentre, tout le monde sort comme il veut. Ça, c'est pas un problème. Mais ce problème crée une misère, écoutez-moi, ce problème crée une misère terrible. D'autant que, comme il est érigé en principe international, on abolit les frontières chez les autres. C'est ce que fait l'Europe, qui abolit les frontières avec les pays de l'Afrique subsahélienne, ruine les paysans qui s'y trouvent, qui montent dans des bateaux, se noient pour une partie d'entre eux, et les autres arrivent sur le territoire où ils sont reçus à coups de matraque pour être envoyés chez eux. Donc, voilà si le cercle sommet de vicieux. Bruxelles de jeudi et vendredi, Si vous voulez, prochain, qu'est-ce que vous dites à vos partenaires européens? Fermer les frontières aux marchandises. Installer un protectionnisme solidaire. C'est-à-dire que l'on cesse de laisser les marchandises rentrer sans tenir aucun compte de celles que nous sommes nous-mêmes capables de produire, et notamment dans le domaine de l'agriculture, mais aussi de l'industrie, de manière à ce que les peuples aient une chance eux-mêmes de pouvoir se développer sans être submergés par nos produits. Alors, ils cesseront d'immigrer, et alors le problème sera réglé chez nous. Car il n'y a pas de problème Rome, 17 000 personnes, ce n'est pas un problème. Jean-Luc Mélenchon, on ne va pas arriver... Il y a 20 000 sans-abri dans Paris. On va pas permettre à tous les pays pauvres, demain, d'être capables de donner du travail et une vie normale à tous leurs ressortissants. Ah bon? Dans des temps courts. Dans des temps très courts. Bien sûr que si, cher monsieur. D'ici là, qu'est-ce qu'on fait avec les hommes? On laisse passer les marchandises, mais les hommes. Non, mais attendez, de quoi me parlez-vous? Je vous parle des marchandises. Est-ce que vous pouvez convenir un instant que mon raisonnement est rationnel? Est-ce que vous convenez que mon raisonnement est rationnel? Ce qui est irrationnel, c'est d'ouvrir sans cesse les frontières pour les marchandises et ensuite de s'étonner qu'il y ait des gens qui arrivent dans des bateaux. Ça, c'est irrationnel. Ça, c'est inefficace. Là-dessus, motus et bouche cousue, tous les grands esprits n'ont rien à dire. Maintenant, une fois qu'on a mis cette question de côté, vous me dites, est-ce que vous croyez qu'on va pouvoir donner du travail? Mes chers monsieur, ne vous ont pas attendu pour travailler. Ce qui fait que le travail n'est pas rentable, n'est pas simplement vivable dans tel ou tel pays, c'est quand vous avez un poulet qui court dans la rue, qui coûte plus cher à attraper et à manger que celui qui arrive d'Europe parce qu'il est subventionné. Voilà ce qui tue le travail de l'agriculture et de l'agriculteur dans ces pays. La masse des gens que vous voyez arriver sont des gens qui sont passés des campagnes aux villes et des villes vers l'immigration. Stoppez, si vous voulez arrêter ce cercle vicieux, commencez par les marchandises. Alors, une question, parce que ça va nous amener au Front National. J'aimerais comprendre comment vous résolvez cette quadrature du cercle, dans le fond. Comment plus d'émigration et moins de Front National en France? Mais où voyez-vous qu'il y a plus d'immigration? Savez-vous, puisque tout à l'heure vous citiez... Tout le monde il y a un peut instant, circuler librement. vous citiez l'Union européenne. Le système Frontex qui est censé garder surveillance des frontières dont personne ne veut et qui a un budget ridiculement faible. Bon, mais en attendant, les statistiques européennes, alors nous allons une valeur, c'est qui est possible. Comme les sondages, vous voulez dire? Oui, mais la base des statistiques européennes se fonde sur des rapports de policiers qui sont présents sur le terrain. Les sondages, c'est beaucoup. Le CILS dit que l'immigration clandestine est en régression à toutes les frontières de l'Union européenne. Bon, il ne faut pas, comme l'a dit Jean-Pierre Chevènement, simplement fonctionner à l'émotion. C'est pas parce que vous voyez dans votre quartier une ou deux personnes qui s'habillent comme elles ne s'habillaient pas auparavant qu'il faut vous imaginer qu'il y a des hordes qui déferlent. Hélas. Et là, je vous n'avez pas répondu à ma question. C'est pas uniquement Quelle était votre question? Mais votre question, comment est-ce qu'on ouvre les vannes de l'immigration sans faire quelque chose qui n'existe pas? Vous dites, il y a des hordes d'immigrés qui envahissent. Non, la question était comment est-ce qu'on concilie immigration plus importante et lutte contre le Front National? Mais quelle immigration parlez-vous plus importante? Si on accepte d'ouvrir un peu plus nos frontières. Mais qui a dit qu'il fallait ouvrir un peu plus? Vous, c'est ce qu'on a compris de votre discours. Un peu plus, vous dites qu'on doit pouvoir accueillir... Non. Alors, vous avez mal compris. Qu'est-ce que vous avez compris? J'ai compris que vous disiez que la France ne pouvait pas rester insensible et qu'elle devait ouvrir un peu plus largement ses frontières. Peut-être que je n'ai pas du tout compris votre propos. Je crois qu'en effet, vous n'avez rien compris. Alors, est-ce que oui ou non, il faut ouvrir davantage les frontières françaises? Mais vous avez un raisonnement à courte vue. Et c'est avec des raisonnements... Davantage d'étrangers qui rentrent en France, quitte à avoir ensuite les critères de régularisation au bout de quelques mois ou quelques années, Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi ça vous fait sourire? Non, j'essaie d'avoir une réponse sur ce point. Moi, je m'adresse d'abord à ceux qui ont une raison, et non pas à ceux qui répètent de manière psychiatrique le même refrain. C'est-à-dire, si je ne suis pas pour matraquer tous ceux qui arrivent et les jeter à la mer, c'est donc que je suis pour que la masse des gens viennent. Mais la vie ne se présente pas comme ça. Il y a un changement de politique radical qu'il faut faire. Ce changement consiste à attaquer la cause de l'immigration massive qui vient des pays où les gens ne peuvent pas vivre. Tant que vous n'attaquez pas la cause, vous en serez à répéter les mêmes sottises que vous répétez depuis 15 ans, car depuis 15 ans ou 20 ans, on ne cesse de faire des lois répressives à propos de l'immigration. Chacun en rajoute,
Personne n'en fait jamais le bilan. Et apparemment, d'après ce que vous me dites, la situation continue sans cesse à se dégrader. Donc peut-être qu'on pourrait écouter ce que je dis moi, c'est-à-dire mettre des frontières aux marchandises, créer un protectionnisme solidaire, de sorte que les pays puissent se développer et que l'immigration, les gens n'aient plus besoin d'aller risquer leur vie. Parce qu'il y a quand même quelque chose qu'on devrait dire ici, si l'humanité y a sa place un instant. Ceux qui partent sont les plus courageux, les plus audacieux. Et leur départ plonge toute leur famille dans l'angoisse. Beaucoup meurent en route. Il faudrait s'en souvenir. Il faudra avoir un minimum de considération pour les 300 noyés. Et après 24 heures de bavardage, 50 autres qui se noient. Et tous les jours, ça continue. Et après, on pérore ici entre personnes de bonne compagnie. Faut-il les jeter à la mer du premier coup ou bien les arrêter et les déporter ensuite? Faut-il continuer à dépenser aujourd'hui ce que nous faisons, l'équivalent du budget d'intervention du ministère de la Culture, à capturer des immigrés? Est-ce que c'est ça la vie? Et pourquoi vous employez ces mots, déporter, rafle? Objectivement, est-ce que c'est pas beaucoup trop fort, beaucoup un peu choquant? Le mot rafle, madame, a été utilisé par le syndicat de police de la Drôme. Le mot rafle a été utilisé par M. Bernard Roman, député socialiste du Nord. Mais on pourrait lui poser la question à lui aussi. Eh bien, alors allez le lui poser à lui. C'est vous notre invité ce soir, c'est pour ça qu'on pose la question à... Non, mais vous avez employé ce mot, déporté. Mais parce que ce sont... Est-ce que vous vous rendez compte de la situation, madame? Est-ce que vous avez regardé une fois un reportage d'un de vos collègues? Est-ce que vous savez ce que c'est que la destruction d'un camp de Rome? Est-ce que vous savez ce que c'est? On prend les gens au petit matin, on les sort de là, on piétine tout, on casse tout, on met le feu à la fin et on chasse les gens 200 mètres plus loin. C'est cette France-là que vous voulez? Vous vous rendez compte que nous sommes en train de semer dans notre peuple quelque chose de terrible? La souffrance des autres. Quand vous voyez des gens couchés par terre dans la rue, je suis sûr que votre cœur est bouleversé, mais pas seulement. Que dites-vous à vos enfants qui sont petits, à qui vous dites à la maison, partage avec ton frère, partage avec ta sœur, et que vous tenez par la main, et vous passez devant ces pauvres, et vous ne dites rien, vous regardez ailleurs. Voilà le problème qui nous est posé à tous. La misère est insupportable. Et vous, si nous ne sommes pas capables quand vous croisez quelqu'un comme ça, quand vous croisez un je donne des sous, comme un imbécile que je suis du matin au soir. Je donne des sous. Voilà, j'ai dans ma poche des petites pièces et j'ai honte. J'ai mal au cœur toute la journée. Je suis peut-être comme vous. Il y a des milliers de gens qui m'entendent et qui ressentent les choses comme moi. Je ne supporte pas de vivre heureux dans un océan de malheur. Je ne le supporte pas. Et comme moi, des milliers et des milliers de gens. Donc il faut s'attaquer à la racine du problème et arrêter de s'en prendre aux effets, s'attaquer aux causes, pas aux effets, pas aux pauvres êtres humains qui en sont à ce point de déchéance et de misère où nous les trouvons. Jean-Luc Mélenchon, on entend vos arguments et vos propos parfois très durs sur France 2, mais quand on interroge, pardonnez-moi de vous ramener un sondage, quand on interroge les Français sur celui ou celle qui incarne le mieux l'opposition à François Hollande aujourd'hui, la réponse qui arrive en tête, c'est Marine Le Pen, avec près d'un Français sur deux. Normal. Vous êtes loin derrière, je crois autour de 13%. Est-ce que vous avez votre part de responsabilité dans le fait qu'aujourd'hui, c'est pas vous qui êtes considéré comme le meilleur opposant à François Hollande, alors que c'est vous qui tapez le plus fort? Je ne comprends rien à votre question. Mais Madame Le Pourquoi Pen, vous n'êtes pas Madame Le Pen est à droite. La droite s'en prend au gouvernement comme dans toutes les démocraties. L'opposition s'en prend à la majorité. Et voilà, je dois être. Pourquoi vous captez pas C'est une autre question. Ça. Oui, c'est une question complémentaire. Non, c'est pas la même. Pourquoi vous ne captez pas Vous me les demandez mécontents? pourquoi je ne suis pas fier de ne pas être le Non, je vous dis, est-ce que vous avez votre part de responsabilité dans le fait d'aujourd'hui d'être pas considéré comme le principal opposant à François Hollande? Parce que vous pourriez capter ces gens-là. Et pourquoi vous ne captez pas aujourd'hui cette colère? J'en sais rien, posez-vous la question. On vous la pose à vous. Mais non, mais moi je fais mon travail, je défends mes idées. Je ne suis pas simplement un opposant, je suis un proposant. Peut-être que, par exemple, le protectionnisme solidaire, les gens se disent on n'est pas d'accord avec lui, on préfère que les marchandises passent. Quant aux immigrés, mieux vaut les jeter à la mer que de les accueillir. Jean-Luc Mélenchon, vous nous dites que vous souffrez de vivre dans un pays où règne la misère. Il y a des manifestations actuellement qui ont lieu contre l'austérité, par exemple en Italie, au Portugal, notamment ces derniers jours. En France, il ne se passe rien. Mais non, c'est comment vous expliquez ça? Parce que vous ne voulez rien voir, ça ne vous intéresse pas. Aujourd'hui, vous avez 7 personnes qui sont en grève de la faim depuis 32 jours à PSA. D'accord? À part M. Bourdin qui a été les voir. Personne. Hier, sur la place de la République, le droit au logement manifesté avec des familles. Ça a été 1 heure de tabassage. Jean-Baptiste Ayrault a 2 côtes cassées. Il y a eu 2 mères de famille qui ont été hospitalisées. Où c'est tout ça dans la presse? Nulle part. Tandis que les innombrables unes de l'Express, nous mettant en garde contre le risque de l'islam, des femmes voilées, de toutes ces choses. Alors ça, c'est toutes les semaines. Et après, vous me demandez comment ça se fait. Pourquoi? Bien sûr que tout ça a une influence. On crée une ambiance
dans lequel il y a un lepénisme médiatique qui désigne Madame Le Pen comme étant la femme qui s'oppose au système. Étonnez-vous qu'après les gens finissent par le croire. Elle a gagné la guerre idéologique, non? En bonne partie, je ne vous le cache pas, c'est pourquoi vous me voyez si sombre. Tout à l'heure, vous avez parlé de colère. Non, c'est de tristesse que je suis plein aujourd'hui. Parce que il est très triste de voir mon pays s'enfoncer dans cette dérive absolument incroyable de la haine de l'autre, de la méfiance de tout le monde, de la peur, du mépris de soi. La presse dégouline de déclinisme. Vous ne pouvez pas ouvrir un journal sans entendre parler de la France qui serait à la traîne de ceci ou à la traîne de cela, alors que nous sommes une grande nation puissante, plus riche qu'elle ne l'a jamais été toute son histoire, avec une capacité de faire, d'inventer, d'imaginer gigantesque. Oui, je suis triste de voir mon pays abaissé à cette espèce de débat à la noix avec le président de la République qui intervient pour savoir si on a raison ou non de faire une intervention dans un bus scolaire. Enfin, tout ça est en dessous de la main et ça me rend triste. Maintenant, que voulez-vous? C'est la vie. Et je suis un démocrate. Je m'incline devant le vote de mes concitoyens. S'ils choisissent de mettre Madame Le Pen au pouvoir, eh bien, ils l'auront décidé eux-mêmes. Ou bien ils peuvent choisir de m'y mettre moi, et alors ce serait une toute autre chanson. Jean-Luc Mélenchon, invité de Tous Politiques sur France Inter, France 24 avec Le Parisien jusqu'à 19h. On va aborder maintenant la situation du front de gauche. Jean-Luc Mélenchon, après le revers que viennent de vous infliger vos camarades, si c'est encore le mot, vous nous direz dans un instant, communistes à Paris. Des militants communistes qui ont donc tranché ce week-end lors d'un vote à 57%. Ils vont bien s'allier à Anne Hidalgo, la candidate socialiste, dès le premier tour, alors que vous leur demandiez de rester au front de gauche. Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous vous sentez trahi? Je ne veux pas vous dire que je ne suis pas déçu, parce que j'ai le cœur en cendres de voir ça. Bon, alors après, je vais mesurer les dégâts. Laissez-moi le temps de reprendre mon souffle. Je vais partir la semaine prochaine en session à Strasbourg. Ensuite, je vais prendre une semaine de pause. Il faut que tout ça décante en moi. De toute façon, il y aura une liste Front de Gauche à Paris. Elle est menée par Daniel Simonet. Mais c'est vrai qu'une situation incroyable est créée. Parce que Paris est... Bon, je m'attendais bien à ce qu'il y ait des exceptions à la règle. Bon. Mais Paris, c'est la capitale. Tout le monde regarde. Par conséquent, le fait politique parisien est central. On ne peut pas y échapper. C'est symbolique. Bon, ma deuxième pensée va se tourner plutôt vers les communistes qui ont voté pour le Front de Gauche et qui doivent être très malheureux, parce que vous savez que la décision s'est faite à 170 voix d'écart, qui sont concentrées dans les sections de Pierre Laurent, le secrétaire national du PCF, et du premier secrétaire fédéral, ce qui est bien normal. Ces deux hommes ont beaucoup d'influence. C'est la non-alliance avec vous, donc c'est assez logique. Alors ça, c'est le deuxième sujet pour nous de stupeur, c'est que Pierre Laurent, secrétaire national du PCF, se soit autant engagé en faveur de l'alliance avec les socialistes et donc de la sortie à Paris du PCF, du Front de Gauche. Vous êtes réconciliable avec lui ou pas sur cette question? Écoutez, alors maintenant il faut dire une chose, c'est que c'est une situation, une fois que j'ai admis l'ampleur du revers, je ne veux pas m'en cacher, et je ne dis pas, c'est rien, que le PCF ait quitté le Front de Gauche à Paris. Donc j'en prends acte, c'est très douloureux, et ça va être très coûteux pour nous. D'autant que Mme Hidalgo, maintenant, se sent des ailes. Elle a aussi dit, ça y est, la gauche est rassemblée. Elle nous a oublié, nous, mais aussi les Verts. Donc les socialistes sont encouragés dans leur pire turpitude. Maintenant, je veux dire très solennellement ceci. C'est l'exception. Dans la majorité des cas, dans tout le pays, les communistes restent fidèles au Front de Gauche, et souvent c'est eux qui l'animent. Ils seront en tête des listes du Front de Gauche dans tout le pays. Alors je vous dis quelques villes, Strasbourg, Metz, Marseille. Ensuite, nous allons avoir Montpellier, nous allons avoir Lille, nous allons avoir Rennes, si mes informations sont bonnes. Bref, Bordeaux, qui a voté hier soir pour. Cette semaine va voter Lyon. J'ai les pires inquiétudes, car évidemment, le vote parisien est un encouragement à tous les poltrons de France et de Navarre. Alors, mais est-ce que vous dites ce soir, est-ce que vous avez le sentiment que les communistes font ça par réalisme, par cuisine électorale, parce qu'ils veulent des sièges, et vous, il y a un décalage dans le sens où vous êtes un peu encore dans le romantisme Est-ce que ça fait penser un peu cette phrase ça fait sourire Jean-Luc Mélenchon, à cette phrase pour ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'il n'y a pas cette ligne de fracture qui a toujours existé? Lénine disait que le gauchisme est la maladie infantile du communisme. Il avait raison. Le gauchisme est la maladie infantile du communisme. Moi, je ne suis pas gauchiste. Vous venez de dire que je suis républicain. Il faut choisir dans une même émission. Je ne peux pas avoir plusieurs étiquettes. Bon, moi, je suis un républicain jusqu'au bout. Alors, est-ce que c'est du romantisme? Il en faut un peu dans la vie quand même. Si on ne rêve pas d'un meilleur futur, qu'est-ce qu'on fait? On gère sa petite boutique, sa petite étiquette, ses petites places, ses petites mesquineries. Bon, eh bien sinon on ne voit plus grand. Pour voir plus grand, il faut avoir l'audace des grands. Il faut donc s'avancer sur la scène. C'est pas de l'irréalisme. Vous savez, à la sortie, je vais vous dire quelque chose, on verra bien qu'il y aura des élus. Mais
avoir des élus, des postes, des sièges, n'est pas l'objectif de la politique. L'objectif de la politique, c'est le but qu'on se donne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Paris? Je suppose, moi j'en sais rien. J'ai évidemment le sentiment d'avoir été personnellement odieusement trahi, parce que pendant qu'on parlait, les négociations ont commencé à partir du mois de juin. Elles ne portaient pas que sur la municipale à Paris, elles incluent le découpage électoral dans tout le pays. Mes informations sont bonnes. Bon, je suis déçu, mais voilà, je ne vais pas passer ma vie là-dessus. Je vais vous dire quelque chose. Vous venez de dire à l'instant les communistes, mais de qui parlez-vous? 6 membres sur 11 de l'exécutif national du Parti communiste sont à la tête de listes autonomes au premier tour. C'est bien une majorité. C'est une minorité qui veut aller avec les socialistes. C'est pas nouveau. Il y a eu Robert Hue avant, maintenant il y a Pierre Laurent. Bon, rien de nouveau sous le soleil. Jean-Luc Mélenchon, dans cette situation, vous demanderez quelle posture au Front de gauche pour le 2e tour à Paris? Non, mais attendez, d'abord on commence par le premier tour, et d'abord on doit stabiliser la situation. Au premier tour, toutes les villes de France n'ont pas encore pris leur disposition. On a besoin de voir le paysage dans son ensemble. Moi, je pense que nous devons disputer l'hégémonie des socialistes. Il n'y a qu'une manière de le faire, c'est demander au peuple de trancher. Je n'en connais pas d'autre. S'il y en avait une autre, je serais peut-être moins romantique, comme vous dites. Je l'utiliserais. Vous savez, bon, en matière de romantisme, j'ai été un dirigeant socialiste pendant très longtemps. Moi-même, j'ai rompu. Pardon? Un solférinien? Non, solférinien, c'est quand il ne reste plus du socialisme que l'adresse, rue de Solferino. Mais justement, je ne voulais pas être solférinien, je voulais rester socialiste dans l'idée que je m'en fais. Voilà. Et comme moi, beaucoup. Et tout ça va conduire à ce que partout, il y ait des listes au premier tour qui seront indépendantes. Des fois, il n'y aura pas le Parti communiste. Mais ça sera la minorité des cas. Il y aura partout des listes front de gauche indépendantes au premier tour. Et la bonne nouvelle, c'est que dans au moins une dizaine ou une quinzaine de villes, il y aura en plus Europe Écologie Les Verts. Et ceux qui vont s'allier avec les socialistes, ma stratégie politique, celle que j'ai défendue, l'élargissement du front de gauche à tous ceux qui veulent s'opposer à l'austérité, est en train de fonctionner. C'est pourquoi j'en ai si gros sur la patate que cette magnifique démonstration politique soit gâchée par la situation parisienne qui crée un imbroglio que je vous laisse imaginer. Vous avez parlé à Pierre Laurent depuis les résultats du vote samedi soir? Non, mais... vous parlez encore ou pas? C'est-à-dire que la dernière fois que nous sommes parlé, c'est en juillet à Porto. Ensuite, donc il y a aujourd'hui un front de gauche dont les deux copilotes ne se parlent plus depuis 3 mois? Non, mais il y a une réunion tous les lundis. D'accord, vous continuez à le voir? Ah ben oui, tous les lundis, nous avons une délégation de chacun de nos partis qui se réunit, d'ailleurs au siège du Parti communiste, il va y avoir un peu que ça change. On se réunit là et tous les lundis on échange, on discute, etc. Moi je n'y suis pas parce que je ne suis pas membre permanent de cette délégation. Voilà, il n'y a pas d'autre... Mais bien sûr qu'on se parle, dis donc, alors là ça serait la fin des haricots si on ne se parlait pas. Est-ce que c'est le coup de grâce porté au Front de gauche qui vient de se passer à Paris, ou est-ce que vous voyez encore un avenir pour les élections prochaines, en dehors des municipales, à ce grand rassemblement de la gauche de la gauche? Ah ben oui. Oui, c'est pas terminé le Front de gauche. Mais bien sûr que non. C'est pas Paris n'est pas la France. Moi, je sais que partout, là, en ce moment, ils sont en train de voter, les communistes du Limousin sont en train de voter. Attendez, Bordeaux, on m'avait dit, c'est joué d'avance, ils vont aller avec les socialistes. Ben non, il faut une liste autonome. Olivier d'Artigol à Pau, il a une liste autonome. Marie-Pierre Vieux, tout ça sont des dirigeants communistes de très haut niveau. Et regardez comment nous sommes synchrones, parce que Olivier d'Artigol a dit avant moi ce qu'il y avait à dire de Manuel Valls cet été, quand tout le monde était en train de béer d'admiration devant cet homme. Et de la même manière encore ce week-end, dans un silence consternant, heureusement qu'il y a eu sa prise de position en tant que porte-parole du Parti communiste français, disant que ce qu'avait fait le chef de l'État était une faute morale et politique. Donc vous voyez que l'intimité des points de vue est très grande. C'est pas un cas qui va tout ruiner, mais c'est un cas déplorable, parce qu'on le voit comme le nez au milieu